C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Ça va me faire bizarre de pas avoir mon micro. Me donner de l'autorité, tu vois. Là, sans micro, je me sens un peu nue. Oui, le trifalique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Mais avant d'attaquer Gabriel Garcia Marquez, je voulais vous montrer la maquette du magazine qui va sortir en août, que j'ai créé, qui s'appelle Shinchini, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, mais bon, peut-être que vous atterrissez sur la chaîne et que vous n'êtes pas au courant. Donc voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Bon là, si vous voyez qu'il y a toujours les mêmes citations, c'est normal, j'ai copié-collé des textes. C'était pour l'instant juste la maquette, pour voir à peu près à quoi ça ressemblerait. D'ailleurs là, on voit que je me suis trompée, j'ai pas mis de page de garde. Donc... Mais bon, ce sera pas comme ça pour le bon numéro. Donc voilà, je suis contente du résultat. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont participé à la cagnotte, parce que grâce à vous, c'est possible. C'est bon, j'ai atteint les 800 €. Donc c'est super bien. Je suis vraiment très contente. Alors, 100 ans de solitude, de quoi ça parle? C'est l'histoire de toute une famille, la famille Buendia, sur 100 ans. Donc il va y avoir 6 générations, avec d'abord les arrière-arrière-arrière-grands-parents, Ursula et Juan Arcadio Buendia, qui vont venir s'installer dans la ville de Macondo, et ça permettra en fait au récit d'être une place fondatrice et de voir, je pense, que c'est une métaphore à la fois de la Colombie, mais aussi de l'humanité. Donc la famille commence avec Juan Arcadio et Ursula, et se termine avec Ursula, une autre Ursula, et Aureliano. Et en fait, on s'aperçoit assez rapidement que les... Aurelio ou Aureliano, je sais plus. C'est pas très important. Peut-être que c'est très grave, mais c'est compliqué, tu vois, quand c'est des noms étrangers de... Tu vois. Tu m'as fait perdre mon film. Qui commence avec Ursula et là, et qui termine avec Aureliano et Ursula, qui n'est pas la même Ursula, parce qu'on s'aperçoit assez rapidement que les enfants sont nommés toujours comme les parents. Les générations, les mères appellent les enfants du même nom que leurs parents, que elles-mêmes, que leur mari. Ce qui fait qu'en fait, c'est une métaphore de la manière dont dont les erreurs se répètent dans le temps, dont, je sais plus comment on appelle ça, de la psychogénéalogie ou ce genre de choses, que il est fréquent que dans une famille, sur plusieurs générations, les mêmes choses se répètent. Et là, en fait, ça va être, par exemple, l'inceste, la guerre, le fait, ce qui est appelé dans le livre la malédiction du faire et du défaire. Et parce qu'il y a un personnage qui est Aurelio ou Aureliano, donc je sais plus si c'est Aurelio ou Aureliano, qui fait sans cesse des petits poissons en or pour les refaire fondre, pour les refaire comme ça continuellement. Et il y a aussi sa sœur qui va faire la même chose avec un ouvrage de couture. Et en fait, tout ça, c'est une métaphore du fait que les erreurs se répètent sans cesse et que l'humanité est comme ça, l'humanité est dans une temporalité statique, toujours à refaire les mêmes choses. La famille Buendia, ça atteint un paroxysme parce que non seulement ils se nomment toujours pareil, c'est-à-dire Juan Arcadio, Aureliano, Ursula, Amaranta, mais en plus, les enfants ont la même personnalité que les archétypes qui leur est légués à la naissance. Les Aureliano, par exemple, sont plutôt taiseux, plutôt mystérieux. Les Juan Arcadio seront impulsifs, seront fêtards. Ce qui fait que même à un moment où il y a des jumeaux, ils ont changé de personnalité en changeant de nom lors de leur enfance, et ils vont vivre chacun la vie de l'autre, ce qui fera que c'est uniquement une fois qu'ils seront morts qu'on reconnaîtra leur ressemblance, qu'on reconnaîtra qui est qui, et ils seront d'ailleurs, je crois aussi, enterrés chacun dans la mauvaise tombe. Ce qui montre vraiment qu'il y a une notion de prédestination, et c'est difficile de sortir de cette prédestination. Chaque personnage a sa destinée et poursuit sa destinée. Et ce qui les unit tous,
c'est certains thèmes comme la solitude, certains thèmes comme l'inceste, puisqu'on voit que par exemple, euh, ceux qui ont le nom de Ursula et de Aureliano sont souvent neveux et tantes et vont souvent avoir à 2 reprises, donc c'est pas très si souvent que ça, mais quand même sur 6 générations, c'est quand même souvent, vont avoir des relations incestueuses. Et comme ça, ils vont. Aureliano va être du côté des combattants. Il va y avoir la guerre civile. Il va y avoir plein de choses en fait qui va les unir. Mais ce qui les unit le plus, c'est la solitude, car chacun d'eux est extrêmement seul dans la famille et extrêmement seul dans le village de Macondo. Euh, Par exemple, Aureliano, le premier, et avec cette histoire de petits poissons qu'il fait et qu'il défait, va s'enfermer et faire ça sans cesse parce que il a causé 32 guerres et que de ces 32 guerres n'a abouti que mort, désolation et finalement un traité de paix qu'il fera quand il se désintéressera de ça, de la guerre, du combat qu'il mène. Et pour payer le tribut de tout ça, il va finalement s'enfermer dans la solitude. Et il y a toute cette solitude est le prix à payer des erreurs, de la culpabilité. Amaranta, par exemple, va empoisonner Remedios, qui est sa belle-sœur, en voulant empoisonner sa sœur parce que celle-ci. Je sais qu'on va se perdre un peu dans les prénoms et parce que les prénoms sont toujours les mêmes. Donc le lecteur se perd aussi un peu, mais je vais essayer d'être clair quand même. Donc elle va empoisonner la petite Remedios en voulant empoisonner sa sœur qui est fiancée à l'homme qu'elle convoite. Et donc elle va après passer toute sa vie dans la solitude, elle va mourir vierge. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, cette solitude. Les personnages féminins vont s'enfermer parfois dans la religion, vont s'enfermer justement dans la pudibonderie un petit peu. Ou au contraire, certains personnages masculins vont s'enfermer dans une solitude, mais qui sera une solitude fêtarde un peu. Tout ça pour dire que dans ce récit, il y a quelque chose de mythique. Moi, j'ai trouvé des ressemblances avec l'Odyssée d'Homère ou avec la Bible. Et le côté réalisme magique, justement, peut y faire penser, avec un côté divinité, un côté, on dirait en fait des héros de mythes grecs ou de récits comme ça, parce que il leur arrive des choses qui sont montrées comme naturelles, qui sont montrées comme normales, mais qui ne le sont pas tout à fait, et qui reprennent en plus aussi des histoires bibliques. Par exemple, la montée de Remedios dans le ciel, à un moment, elle monte comme l'Assomption de la Vierge. D'ailleurs, elle est vierge aussi. Il y a le déluge aussi, à un moment donné, où les hommes sont le plus dans la concupiscence, dans l'appât du gain, dans dans le péché, on va dire. Il va y avoir une pluie qui va durer des années, des années, des années, et qui va détruire le village de Macondo, et le village ne sera plus jamais tout à fait pareil par la suite. Et il y a aussi l'histoire du mythe, l'histoire sur laquelle se fonde la famille, c'est la peur matricielle d'Ursula, la première du nom, qui, comme elle s'est mariée avec son cousin Germain, va craindre que de cette union naisse un enfant à queue de cochon. Et donc cette peur va se transmettre de génération en génération, et avec le temps va être peu à peu, pourquoi je dis peu à peu, moi, je sais pas, hein, hyper correction, va être peu à peu oubliée, délaissée, et c'est une fois qu'elle est totalement oubliée qu'elle va vraiment se réaliser, et qu'au moment où elle se réalise, finalement, elle n'a plus vraiment d'importance. Et donc le réalisme magique se repose vraiment sur tout ça, repose sur ce. Je pense que le nœud du roman, c'est vraiment cette malédiction du faire et du défaire, parce que ça se voit d'une manière concrète avec l'histoire des petits poissons en or, mais ça se voit en fait dans tout ce qu'ils font. Le fait que l'histoire se recommence sans cesse, c'est un éternel recommencement, et qui a cette notion de destruction et de reconstruction sans cesse qui se fait dans leur destin, dans le destin de la famille Wendia et dans le destin de l'humanité. Et le jeu d'échelle est intéressant parce qu'en fait, on s'attache vraiment à la vie d'une famille au sein d'un village. Et en fait, c'est à la fois l'histoire de la Colombie qu'on voit à travers cette famille, avec les guerres civiles, avec la colonisation, avec l'arrivée des Américains,
Et en même temps, c'est aussi, comme je dis plusieurs fois, que c'est l'humanité, ce récit universel qui s'écrit, se désécrit, se réécrit, et qui à la fin, ce récit universel que lit le personnage, et qui s'efface presque au moment où il le lit, qui se réalise en même temps et qui s'efface en même temps, bah, c'est notre histoire à nous. Voilà, c'est donc le symbole à la fois d'une nation en construction et de la destruction, de la construction de l'humanité. Donc voilà, moi pourquoi je vous le recommande? Ben, non seulement c'est un livre c'est une sorte de long poème sensuel, de longues, de longs récits dans lesquels on se perd, et je pense que la beauté c'est ça justement, de se perdre, et en même temps ça nous parle. Je trouve que il y avait des moments où je comprenais plus qui était qui, avec tous ces noms qui s'enchaînent et qui se ressemblent. Et en même temps, je sens que je comprends à l'intérieur de moi, enfin, que inconsciemment, ça a énormément de sens. Pour la beauté de sa plume aussi. Une plume qui est incarnée, qui parle de la solitude, donc de la guerre, de l'amour, de la mort aussi, de l'anéantissement. Et on est à la fin face à nos propres peurs, et c'est ça qui est beau. C'est une longue fresque qui reprend en fait des figures mythiques qui s'écrivent, se désécrivent, comme je disais. C'est une fresque qui traverse le temps tout en restant dans une temporalité vraiment statique. C'est ça qui est très original dans le texte. Et on a l'impression que le temps n'avance pas, qu'il y a comme une chape de plomb sur ce village, et que le temps a son propre déroulement. Et au lieu d'être dans la continuité, le temps passe, mais les personnages ont l'air d'être tout le temps les mêmes. C'est ça qui apporte vraiment quelque chose de mythique. Et donc le récit revient à son point de départ, et on a l'impression que c'est ça, c'est une métaphore aussi de l'écriture, de la création. Donc c'est vraiment un texte que je vous recommande, qui est d'une grande beauté. Pour vous convaincre un peu plus peut-être que mes mots un peu fatigués, je vais vous lire un extrait. Va-t'en, lui dit-elle en remuant seulement les lèvres. Aureliano sourit, la prit à deux mains par la taille, la souleva comme un pot de bégonia, et la fit tomber à la renverse sur le lit. D'une secousse brutale, il la dépouilla de son peignoir de bain avant qu'elle n'eût le temps de l'en empêcher, et se pencha sur l'abîme d'une nudité fraîchement lavée, dont il n'était pas une nuance de peau, pas une moirure de duvet, pas un grain de beauté dissimulé qu'il n'eût imaginé dans les ténèbres d'autres chambres. Amaranta, Ursula, se défendait avec sincérité, usant de ruses de femelle experte, embellettant davantage son fuyant et flexible et parfumé corps de belette, tout en essayant de lui couper les reins avec les genoux et de lui scorpionner la figure avec les ongles. Mais ni lui ni elle ne laissaient échapper un soupir qu'on ne put confondre avec la respiration de quelqu'un qui eût contemplé le frugal crépuscule d'avril par la fenêtre ouverte. C'était un combat féroce, une lutte à mort qui paraissait pourtant dénuée de toute violence, parce qu'elle était faite d'attaques contorsionnées et de dérobades décomposées, ralenties, cauteleuses, solennelles, de sorte qu'entre les unes et les autres, les pétunias avaient le temps de refleurir, et Gaston, celui d'oublier ses rêves d'aéronautique dans la chambre voisine, comme s'il se fût agi de deux amants ennemis, essayant de se réconcilier au fond d'un aquarium diaphane. Dans le grondement de ce corps à corps acharné et plein de cérémonie, Amaranta Ursula comprit que tout le soin qu'elle mettait à garder le silence était tellement absurde qu'il aurait pu éveiller les soupçons de son mari à côté, bien plus que le vacarme guerrier qu'ils essayaient d'éviter. Alors elle se mit à rire, les lèvres serrées, sans renoncer à la lutte, mais se défendant par des feintes morsures, et en débelletant peu à peu son corps, jusqu'à ce qu'ensemble, ils eussent conscience d'être tout à la fois adversaires et complices. Et cette mêlée dégénéra en ébat conventionnel, et les attaques se firent caresses. Brusquement, presque en jouant, comme une espièglerie de plus, Amaranta Ursula négligea de se défendre, et lorsqu'elle voulut réagir, effrayée par ce qu'elle-même avait rendu possible, il était déjà trop tard. Un choc énorme l'immobilisa en son centre de gravité, l'ensemença sur place, et sa volonté défensive fut réduite à rien par l'irrésistible appétit de connaître quels étaient ces sifflements orangés et ces sphères invisibles qui l'attendaient de l'autre côté de la mort. À peine eut-elle le temps de tendre la main, de chercher à tâtons la serviette de toilette et de se la mettre entre les dents comme un bâillon, pour empêcher que ne sortissent les petits miaulements de chatte qui étaient déjà en train de lui déchirer les entrailles. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.